Le vaccin Covid, moi, je l'ai toujours trouvé suspect pour différentes raisons, bien que je ne sois pas concerné vraiment par les histoires d'être d'obligation professionnelle ou quoi que ce soit. Ma femme et moi, on ne l'a pas fait parce que on se disait que c'était pas possible qu'il existe un vaccin aussi vite réalisé et que, de toute façon, c'est aussi parce que on ne pensait pas que les personnes qui nous disaient qu'il fallait se faire des vaccins étaient des personnes qui étaient en train de s'occuper du bien-être de leur population. On était donc plutôt dans le rejet par rapport aux personnes qui nous disaient de le faire. Et comme on était retraités tous les deux, ma femme et moi, on n'a pas eu cette difficulté de dire faut qu'on continue à travailler, donc on va le faire. Donc on a eu cette facilité, c'est vrai. Mais à côté de ça, nos 3 enfants, ils ont été obligés de le faire, eux, parce qu'ils étaient dans un âge où il fallait continuer à travailler. Et ça, c'était le plus gros problème, puisque le 4 janvier 2022, notre fille aînée, Karine, est décédée. Elle est bien décédée de ça. Et ça va être difficile de faire la preuve de ça, mais quand on sort d'un examen où il n'y a rien d'anormal, parce que c'est ce qui s'est passé, elle a passé un écho-doppler et en 5 minutes après, elle était morte. Thrombose et AVC massif, donc des caillots de sang partout, tous les organes détruits et le cœur qui fonctionnait plus qu'à 50%. Et donc, c'était pas la peine de se poser beaucoup de questions pour comprendre ce qui s'était passé. Et depuis, bien sûr, on s'occupe de ceux qui restent en vie. Et est-ce que tu peux me parler de la façon, enfin, ce qui a amené ta fille à se faire vacciner? Oui. Ma fille était employée dans un service de la préfecture c'était une association qui s'occupait de trouver du travail pour les jeunes sans emploi. Et donc, avant le Covid, elle faisait des entretiens dans un bureau, un petit bureau, comme ça serait la pièce où on est actuellement. Et elle recevait, 20 à 30 jeunes en recherche d'emploi par jour. Et quand les années Covid sont arrivées, bien sûr, l'employeur, il leur a dit dans un premier temps, vous pouvez faire ça depuis votre domicile, avec votre ordinateur, en visio, avec les personnes qui se présentent. Et donc, on va faire comme ça. Donc, ça s'est bien passé comme ça pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, le patron, il a dit, Karine, écoute, je suis désolé, mais c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi facile que les gens qui discutent avec toi au travers l'écran, c'est pas aussi réel. Et donc, il y a des gens qui ont fait remarquer sans aucun doute que le présentiel, comme on dit maintenant, était le plus évident. Donc, il lui a dit, il faut que tu te fasses faire tes vaccins et que tu reviennes travailler sur le terrain avec nous. Et les autres vont faire pareil, parce qu'elle n'était pas toute seule. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle était voir son médecin généraliste, qui lui était un grand fervent de la vaccination Covid, et qui n'a pas hésité un seul moment à lui proposer de se faire injecter du Moderna, une première dose, une deuxième dose, et 6 mois après, la 3e dose qui, je considère qui est la plus pénalisante pour ce qui est arrivé, quoi. Voilà. Et dans le même temps, elle a fait vacciner ses 2 enfants, nos petits-enfants, et dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est ça l'histoire aussi. Comment les gens ont réagi à la mort de ma fille, à la mort de ta fille et au fait que tu imputes ça au vaccin? Oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que j'étais dans une corporation militaire quand j'étais en activité. J'ai eu plusieurs mutations dans différentes garnisons, même à l'étranger. Et donc, je m'étais fait des copains un peu partout, parce que c'était la nature du moment, dans les années 70, 80, 90. Et donc, on avait des amis de longue date qu'on traînait avec nous, parce que bien souvent, celui qui était affecté à un endroit, on se retrouvait après, parce qu'on n'était pas loin les uns des autres. Et donc, la famille, il y a eu une espèce de statu quo, comme on dirait que, disons qu'on n'a pas parlé de ça, ni eux, ni nous. On leur a dit juste brutalement ce que nous, on pensait, en disant que Karine était décédée le 4 janvier 2022, après sa 3e dose, 18 jours après sa 3e dose de Moderna. Et puis, il n'y a pas eu de commentaire. Donc, ça voulait dire implicitement que eux, sans doute étaient vaccinés,
injectés, mais que voilà, on n'allait pas polémiquer pour éviter de froisser les parents qui avaient perdu un enfant. Il y en a certains qui s'en sont pas gênés quand même pour autant dans mes amis, et j'ai perdu, on va dire, 90% de mes amis de ma corporation militaire, parce qu'ils étaient persuadés que ce vaccin était une belle chose, une bonne chose pour la population, et que ça aurait été une erreur de pas le faire. Et surtout que moi, je l'avais pas fait. Et ça, ils ont pas compris. Comment tu jugerais le corps médical dans son ensemble concernant cette crise Covid? Alors, je vais être un petit peu mesuré, parce que le corps médical dans son ensemble, ça veut dire du plus petit au plus haut. Et je sais très bien, parce que dans mon travail, je suis au contact de personnes qui, eux, n'ont pas respecté les règles édictées par le ministère et de la présidence, parce que ça part de là aussi. Donc ces gens-là qui ont eu des tourments, qui ont encore des tourments, qui ont des procès, qui ont des suspensions, des interdictions d'exercer, avec impossibilité de redevenir médecin pour un de ceux que je connais bien. Et donc ces gens-là, bien sûr, eux sont des belles personnes. Tous les autres, ce sont pas forcément des mauvaises personnes. Le principal rejet que je fais de ces personnes-là, c'est parce que ces gens-là, pour être médecins, ils ont signé un serment, le serment d'Hippocrate, qui dit en premier ne pas nuire, et ne se sont pas donné les moyens de respecter ce serment en s'instruisant personnellement de ce qu'ils injectaient dans le bras des gens. Et c'est ça le seul reproche que je peux leur faire, parce que après ils avaient des ordres de le faire, sans doute, pour la plupart, mais ils ne se sont pas inquiétés de ce qu'ils faisaient. Celui qui n'aurait pas voulu le faire, il aurait eu des sanctions peut-être, mais il n'était pas obligé de le faire. Après, les gens qui voulaient se faire vacciner, il fallait qu'ils trouvent quand même des gens pour les injecter. Donc le problème est complexe, mais il y a des gens dans les hautes sphères des ministères, ces gens-là, je leur pardonnerai jamais. Ils ont divulgué un message de mort en disant que le Covid était la pire des choses que l'humanité avait à combattre, et avec cette affirmation erronée, parce que c'est erroné, hein, le Covid c'est pas plus qu'une grosse grippe, hein. Et donc avec ces affirmations erronées, bien sûr, les gens sont allés à la queue leu-leu se faire injecter le poison qui permettait censément de les empêcher d'être malades avec le Covid. Et on sait très bien maintenant, pour les gens qui sont un petit peu informés, je dis bien un petit peu, même pas ceux qui sont complètement instruits de la chose, mais ceux qui sont un petit peu informés savent très bien que ça n'a jamais été le cas. Que ces vaccins n'ont jamais protégé du Covid, que ces vaccins n'ont jamais protégé par rapport à la diffusion que eux-mêmes pouvaient diffuser auprès des non-injectés, parce qu'au début c'était les non-injectés qui étaient dans le danger public, parce qu'ils allaient tuer le grand-père, ils allaient tuer les voisins, ils allaient tuer les gens qui côtoyaient, même si c'était à plusieurs mètres, alors qu'en fait c'est strictement l'inverse. C'est des gens injectés qui portent en eux des saloperies qui émanent de leur corps et qui peuvent effectivement contaminer les personnes non injectées par l'effet de shading, comme on dit. Et si des gens te demandent qu'est-ce qui te rend certain que c'est bien le Covid le vaccin Moderna qui est la cause. Oui. Comment est-ce que tu réponds à des gens qui se poseraient la question et qui te demanderaient comment tu peux savoir? Je répondrai un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais l'augmenter en précision. C'est-à-dire que ma fille était en situation, elle était obèse, donc elle était très forte, mais elle avait une très bonne santé quand même. 46 ans, c'est pas non plus la fin de la vie. Et donc elle avait, comme moi dans la famille, un très bon cœur. On l'a su après qu'elle aussi l'avait. Et donc, on a un cœur qui défie toutes les statistiques par rapport à la capacité qu'un cœur a de survivre à des grosses difficultés qu'un corps peut avoir. Comme, par exemple, moi-même, je suis bien enrobé et mon cœur va très bien. Et donc, en fait, elle voulait perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, elle voulait se faire opérer de l'estomac. Et pour ça nécessitait pendant 6 mois préalables à l'intervention, à rencontrer tout un tas de spécialistes de différents corps médicaux. Ça allait du psychiatre au neurologue, au cardiologue, à l'infectiologue, au dermatologue, tous les corps de métier. Elle les a tous visités. Elle a fait tout un tas d'examens sanguins, d'examens radiologiques de toutes sortes.
Et là, le 4 janvier 2022, elle avait un des derniers examens qu'elle avait à passer. C'était peut-être pas tout à fait le dernier, mais c'était un des derniers, qui était un échodoppler du foie, un échodoppler hépatique, qui permettait de dire si oui ou non elle pouvait passer cette intervention médicale sans conséquence sur sa santé. Parce que tous les autres comptes rendus médicaux, moi je les ai en ma possession, disent tous qu'il n'y a aucune contre-indication à ce que Karine puisse se faire opérer de son estomac comme c'était prévu pour perdre à terme du poids. Voilà, parce que c'est une intervention qui existe et qui est reconnue. Et donc elle va faire cet échodoppler du foie, qui est c'est comme une espèce de scanner en profondeur qu'on passe sur le ventre à l'endroit où il y a le foie, et puis qui détermine si le foie il a des problèmes, des difficultés visibles ou invisibles, parce que c'est des ondes qui vont en profondeur. Et donc elle est sortie de cet examen qui durait pas très longtemps, ça dure 10 minutes, ce genre de choses. Le temps de se déshabiller partiellement, l'examen, se rhabiller. Elle est sortie parce que le compte-rendu n'était pas accessible immédiatement, il était envoyé par la poste après. Donc elle est sortie du bâtiment, elle devait aller à sa voiture sur le parking, et puis elle devait ensuite aller voir la spécialiste, donc la nutritionniste qui s'occupait de chapeauter tout ça. Et donc elle n'est pas arrivée à sa voiture, elle est tombée sur le bitume du parking, elle a convulsé tout de suite, et elle est tombée dans le coma. Et pratiquement 5 minutes après, en coma dépassé. Et quand on dit coma dépassé, c'est la mort, quoi. Il y a plus de vie après le coma dépassé. On peut faire vivre les organes s'ils sont encore valables avec des appareils. Hein, le cœur, on peut le faire battre et tout ça. Mais quand le cerveau il est mort, et le reste est mort, quoi. Si tu veux, c'est ça qu'il faut retenir. Coma dépassé égale mort définitive, brutale et définitive. Voilà. Notre fille est morte comme ça, par terre, après une convulsion, en s'étant fait pipi dessus, parce que c'est le principe des convulsions. Et puis, elle est morte immédiatement, 5 minutes après cet examen. Et que cet examen, 2 jours après, on l'a reçu à son appartement. On a pu le dépouiller, ce courrier, on l'a ouvert, et il n'y avait absolument rien à déclarer. L'échodoppler hépatique était nickel, il n'y avait rien à signaler, comme tous les autres examens. Pendant 6 mois, elle a fait des examens, des bilans, tout un tas d'entretiens, et tout le monde disait qu'elle était en parfaite santé. Et il n'y a rien qui permet de penser qu'effectivement, elle allait mourir brutalement d'une mort subite, puisque c'est à classer en mort subite, puisqu'elle est morte en 5 minutes après une intervention, et elle n'a pas souffert plus de 2 minutes. Hein. Voilà, de thrombose et AVC massif, ça dit bien ce que ça veut dire. Elle avait des caillots de sang des pieds à la tête. Et quand la première personne s'est approchée d'elle, en l'ayant vue chuter, il s'est approché, la personne, et elle a appelé bien sûr le SAMU, mais elle avait déjà la jambe gauche qui était toute blanche, qui était déjà blanchie, il n'y avait plus de circulation. Les caillots avaient bouché déjà la jambe. Donc voilà, c'est ce que je leur réponds. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Tout à l'heure, tu m'as parlé des responsables politiques qui ont martelé un message de peur pour contraindre la population à se faire vacciner. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont fait ça? Quel intérêt supposé ou réel ils auraient à faire ça? Et est-ce que tu penses que ils ont appris de leurs erreurs, si tant est que ce serait une erreur? Voilà. D'accord, je vais te répondre sans vraiment te répondre complètement, parce que je sais des choses comme beaucoup de mes camarades qui font le même travail que moi, qui côtoient beaucoup de monde haut placé dans des milieux, dans des sphères où on sait beaucoup de choses, mais dont on ne peut pas parler parce que d'une part, ça serait non recommandé par rapport aux personnes qui sont là aux manettes de tout ça, et qui auraient vite fait de nous crucifier, pour parler brutalement, mais de dire qu'on aurait vite fait d'être zigouillé avec ça. Mais c'est surtout parce que les personnes qui vont peut-être être amenées un jour à écouter ce que je dis, mais peut-être d'autres l'auront dit, en fait, c'est parce que la population n'est pas prête à entendre ce qui s'est passé, la vérité sur ce qui s'est passé. Donc il y en a de plus en plus qui le savent quand même, bien sûr. Mais en fait, tout part d'une histoire d'argent, tout part d'une histoire de satanisme, tout part d'une histoire de
de préemption de la vie des gens au profit des plus riches. Et puis c'est les laboratoires, c'est des gens comme Bill Gates et compagnie qui sont derrière tout ça. Mais nous, pauvres petit pays qui est la France, avec des gens pas très valeureux qui sont à la tête de ce pays parce qu'ils sont plutôt pitoyables, ils sont capables de rien. Et donc ces gens-là, bien évidemment, ils ont été achetés. Ils participent aussi à cette croisade négative des choses, parce que là, les gens sont partis en guerre contre les gens, les travailleurs, les retraités qui gagnent péniblement leur vie, et donc c'est juste des choses on peut pas dire. Là, moi, j'ai vu une fois ma voisine, j'ai commencé à lui raconter, à me regarder avec des grands yeux. J'ai dit, mais elle me dit, qu'est-ce que tu te racontes? J'ai dit, je te raconte la réalité. Je croyais que tu étais un petit peu au courant. Elle me dit, bah non, je suis pas au courant. Mais je dis, c'est pas. Je vais m'arrêter parce que tu peux pas y appréhender, tu peux pas comprendre la réalité des choses. C'est tellement beaucoup plus que un cerveau non éveillé peut comprendre, que on peut pas dire ça aux gens. Donc je pense qu'on va dire simplement que c'est une histoire de gros choux, une histoire de suprématie sur le peuple. Donc il y a quelques personnes parmi les plus riches, et beaucoup parmi les plus vieilles aussi, qui veulent asservir la population mondiale, mais on va pas les laisser faire. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur l'être humain? Alors, l'être humain, je le classifie pas forcément dans différentes catégories, parce que comme je m'occupe beaucoup des victimes, j'ai tendance à considérer que l'être humain n'a le droit de porter ce nom que s'il est victime. Parce que ceux qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas des fins désirables, bien sûr que c'est des êtres humains. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ceux on revient aux donneurs d'ordre, aux gens qui ont donné ces directives, je ne les considère pas comme des êtres humains. Donc je ne vais pas me permettre de dire que ces gens-là sont des pourritures, parce que c'est des pourritures. Mais par contre, je passe beaucoup de temps à convaincre les victimes qu'ils ne sont coupables de rien. C'est juste ça. Et donc, la classification que je pourrais faire, c'est ça. Il y a les victimes des injections, il y a les victimes du Covid long, il y a les victimes comme nous qui avons perdu un enfant, malgré qu'on ne soit pas injecté ni l'un ni l'autre. Et puis après, il y a tout le reste de la population qui n'a pas cru comme nous à ça, mais qui n'ont personne dans leur environnement qui ait souffert de quoi que ce soit. Il y en a quelques-uns. Tous ne cherchent pas vraiment si la causalité existe ou pas, mais ils ont forcément quelqu'un dans les 15 ou 20 personnes que peuvent représenter une famille, ou tout du moins un cercle proche. S'ils cherchent bien, ils vont trouver des gens qui ont des pathologies qu'ils n'auraient pas dû avoir, ou qu'ils n'ont pas l'âge pour avoir telle maladie ou telle maladie. Donc c'est juste ça. Moi, il y a que ces gens-là qui m'intéressent. Maintenant, même les gens de ma famille, ils m'intéressent au titre du fait qu'ils sont de ma famille, mais dans la mesure où ils n'entrent pas, dans la bataille avec moi, parce qu'ils sont eux aussi, ils ont reçu les doses, mais qu'ils sont pas éveillés et qu'ils veulent pas admettre que ce qui est arrivé à ma fille est une réalité à cause des injections. Bien évidemment, c'est ma famille, mais je les déteste pas, mais je les néglige. Voilà, ça m'intéresse moins de discuter avec eux sur ce que je fais, parce que je sais qu'ils comprendraient pas. Mais heureusement, il y a plein d'autres personnes qui comprennent ce que je fais et qui sont heureuses que je fasse ce que je fais, parce que ils en ont besoin. Je passe du temps au téléphone, tu sais. Je passe beaucoup de temps. Mais je fais pas que ça. Mais bon, on aide les gens comme on peut. En parlant d'aider les gens, tu fais partie de l'association à victimes. Je suis membre du conseil d'administration, oui. Du conseil. Qu'est-ce que cette association, les associations comme celle-là, t'apportent? Alors, je vais repartir d'un petit peu plus loin, parce que je suis le président d'une autre association qui s'appelle VIAC 19, qui répertorie au niveau d'une carte de France et des pays limitrophes, donc européens, mais sans tenir compte de l'Europe de Madame van der Leyen. Hein, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les pays européens, les Européens dans leur pays. Et donc, si tu veux, cette carte de France accepte de prendre des témoignages des gens. Je leur fais des affiches, et ces affiches sont
sur le site, à la page de leur département ou de leur région ou de leur pays. Donc voilà, ça c'est le principal de mon travail. Et dans le cadre de ce travail, j'ai été amené à faire la connaissance de Mathieu Dubois, de Mélanie Maupas, avec l'association à victimes. Et je l'ai dit un petit peu comme une boutade quand on était à Vienne, en Autriche. J'ai dit, je préfère être avec eux parce que je préfère être avec les meilleurs. À choisir, si je dois être avec quelqu'un pour valoriser mon travail et aider du mieux que je peux les victimes, il faut que je sois avec des gens qui soient un peu comme moi. Et des gens un peu comme moi, il n'y en a pas 50 sur notre territoire, mais Mathieu en est un. Mathieu est un être de lumière, on pourrait dire, parce qu'il est... il comprend ce que je fais, moi je comprends ce qu'il fait. D'ailleurs, on s'appelle mon frère, on s'appelle pas autrement, malgré que j'ai 71 ans et lui 40. Mais voilà, on est frères parce qu'on fait la même chose. Tu vois, même en ce moment, c'est moi qui assume la permanence téléphonique de la victime, alors que j'ai mon propre site internet. Tu vois, donc voilà, c'est juste un partage parce que c'est pour le soulager lui, parce que lui, il est victime, il a des grosses pathologies, même là pour venir, il avait horriblement mal au crâne et aux vertèbres, dans l'eau cervicale, dorsale, et il souffre énormément, donc quand je peux le soulager, je le soulage. Parce que je suis un petit peu âgé, j'ai des courbatures comme des vieux, mais je n'ai pas d'autres complications, quoi. Donc c'est ça. Alors j'essaye de les aider du mieux que je peux. Mathieu dit souvent que ce que je fais, c'est excellent, c'est formidable et tout ça. Je le prends parce que c'est des compliments et j'aime bien les compliments, mais je fais parce que je pense que la cause en a besoin. Donc j'invente des choses, je fais des trucs que d'autres n'ont pas fait, personne n'a fait avant, parce que c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et je suis content que ça soit la victime qui en profite en même temps que moi. Qu'est-ce que ça apporte aux victimes, tu penses? On a rencontré pendant nos voyages beaucoup de gens qui ont parlé du fait que le fait d'avoir des liens avec des gens qui subissaient les mêmes, ça leur permettait justement de plus être considérés comme des parias ou des fous. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est le but de la victime? Ils ont plusieurs buts. La victime, je dis on a plus, parce que moi, je suis dans la victime depuis 1 an seulement, mais on se connaissait d'avant, on s'appréciait avant. Mais oui, il y a beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a le canal de discussion spécialisé Discord qui permet effectivement de parler avec des gens qui ont les mêmes pathologies que toi, ou de gens qui sont dans ta région à toi. Donc ça, c'est déjà important, parce que les victimes trouvent, il y en a certaines qui trouvent des trucs, qui trouvent des moyens de se guérir par rapport à certaines choses, ou tout du moins d'amoindrir les douleurs. Et ça, c'est un échange entre les victimes, et c'est pas de la médecine, mais c'est des bons tuyaux. Les échanges de bons tuyaux, ça se fait entre victimes, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que il y en a qui ont des ressources, il y en a je suis le parrain d'une jeune femme qui s'appelle Karine, comme ma fille, qui elle aussi est atteinte de grosses pathologies. Elle habite à Annecy, et elle a une particularité, elle essaye tout. Elle essaye tout, elle tente tout, elle sacrifierait sa vie pour pouvoir tenter un traitement pour voir si ça va lui améliorer sa vie. Donc, elle sert un petit peu de maître étalon, et c'est vrai qu'elle communique beaucoup avec d'autres victimes en disant, moi j'ai ça, c'est pas mal. Ou j'ai ça, moi ça m'a enlevé telle douleur. Et c'est par ces discussions-là que ça permet d'avancer. Parce que ça compte beaucoup. Mais à côté de ça, on a aussi l'avocat. L'association à victimes a un avocat qui permet de déposer une plainte, et cet avocat fonctionne en parfaite amitié avec l'association. D'ailleurs, c'est un ami proche de la famille de la victime, de Mathieu et de Alain Maupas, le papa de Mélanie, la vice-présidente, qui est en grosse difficulté avec sa maladie de Charcot. Et donc, cet avocat, si on peut avoir l'aide juridictionnelle, il dit de la faire jouer. Autrement, il ne demande rien, 0 €. Et après, s'il y a quelque chose à payer, c'est l'association qui paye. Donc, on ne peut pas tomber sur des conditions plus idéales que ça. Donc, je veux dire, faut arrêter de dire qu'on en fait trop, parce qu'on se heurte à ça aussi. Hein. On a des gens qui disent que
On fait beaucoup trop de choses, on va trop de l'avant, on fait pas les choses avec modération. Et il y en a qui font rien de leur vie et qui disent je suis un combattant au profit des victimes, et qui font rien et qui nous reprochent d'en faire de trop. Donc c'est aussi la problématique. Tout le monde, il y en a plein de gens qui se tirent dans les pattes dans notre monde. Il y a les scientifiques, il y a les victimes, il y a les associations aussi. Mais je pense que c'est inévitable. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je trouvais qu'un victime était bien. Je me suis dit, je vais les rejoindre. J'ai posé ma candidature, j'ai été élu par les membres de l'association, par les membres du bureau, et ils m'ont dit oui, on veut de toi. Et que j'y suis maintenant. Et puis, je fais tout ce que je peux pour les aider. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour cette action qu'on a sur Montfermeil, et parce que c'est une chose importante, il faut qu'on avance. Tu as parlé de l'avocat et des actions que l'association entreprenait. Est-ce que tu peux me dire comment juridiquement vous pouvez, en tant que victime, vous battre pour vos droits face à l'État? Ça va pas se faire tout seul, on est bien d'accord. On le sait, mais on va s'abstenir de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on commence petit, c'est-à-dire que les premiers dossiers qui ont été envoyés au procureur de la République adjoint de Paris, d'ici, en fait, ça a été classé sans suite. Ils n'ont même pas cherché à savoir de quoi il s'agissait. Ils ont mis le truc à la poubelle, ils ont envoyé un bordereau en disant rejeté, classé sans suite, poubelle, rien, terminé. Mais on va pas s'arrêter là. Il y a 27 dossiers qui sont partis. Les 27 sont ou vont être classés sans suite. On le sait. Mais si on le fait pas, on ne saura pas vraiment le fin mot de l'histoire. Et donc là, après, on va attaquer, on va continuer. Il y a d'autres dans la filière judiciaire, il y a plein d'autres possibilités. Il y a plusieurs crans. Là, c'était le tout premier cran. On va passer au deuxième cran. Puis si ça ne suffit pas, on ira au troisième cran. Jusqu'à ce qu'ils se lassent de recevoir des dossiers de gens qui sont en train de mourir, de gens qui sont morts, de gens qui sont dans des dans des états de santé pitoyables. Et puis il y a bien un jour quelqu'un qui va dire j'en ai marre, ils me font chier, je vais valider ce dossier parce que c'est trop horrible. Ça peut pas être que des gens inhumains dans ces gens-là. Ça peut pas être ça. La justice est corrompue, on le sait, parce que la grande majorité de la justice est aux ordres. Le ministère de la Justice dit vous ne validez surtout pas ce genre de choses. C'est pas une affirmation, c'est juste ça peut pas être autrement. On ne classe pas sans suite un dossier d'une personne qui est en train de mourir à cause de quelque chose que l'État a voulu. C'est juste ça la difficulté, c'est que la justice se prenne en main en disant il y en a marre, on se met du côté des victimes. C'est juste ça. Je posais parfois la question à des gens qui se demandaient si ça recommençait, s'il y avait une nouvelle pandémie. Oui, entre guillemets, oui. Est-ce qu'on tomberait, en tant que population, dans le panneau encore une fois? Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que j'en pense, c'est que, bien évidemment, il y en aurait moins. Mais il y a les irréductibles. Il y en a qui se font shooter la 9e ou 10e dose en ce moment. On y a ça. Dans la chronologie des vaccinations, par rapport au début, on est à la 9e ou 10e dose. Et il y en a qui y sont, ils le font. Alors, il y en a plein qui ont ça et qui n'ont pas d'effet indésirable. Tout du moins déclaré. Mais, je suis désolé, mais ces gens-là, ils vont pas forcément s'en sortir. S'il y a une chose qui est claire, c'est que les cochonneries qui sont dans les injections, quelles qu'elles soient, même AstraZeneca et Janssen qui ne sont pas des vaccins ARN, il y a quand même suffisamment de conneries dans les produits pour tuer les gens. Il y a des gens qui ont reçu de l'AstraZeneca, une dose, et morts dans la nuit. Des gamins de 25 ans. Donc, à partir de là, les gens, s'ils sont pas au courant, s'ils disent, oui, mon médecin, il m'a dit de faire ça, je le fais. S'ils continuent à croire bêtement dans la médecine, c'est eux qui sont dans l'erreur. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr maintenant, c'est qu'il faut surtout pas croire les médecins. Ils sont incapables. Moi, Mathieu, des gens comme nous, on en sait beaucoup plus que le médecin généraliste du coin sur les pathologies, des effets indésirables des vaccins et des Covid longs.
Parce qu'on a ça toute la journée. On a des personnes qui nous appellent toute la journée. Mathieu comme moi, on a 10, 15 appels. Des gens qui sont malades, mais comme des chiens, qui ont des douleurs absolument insupportables et qui nous décrivent leurs symptômes. Et que malheureusement, on est obligé de les orienter vers des médecins qui sont plutôt pas compliqués, qui valident un peu la possibilité, l'éventualité que ce soit à cause des vaccins. Mais si on les oriente vers leur généraliste habituel, ils vont se faire traiter de fous et puis ils vont être obligés d'aller se faire interner pour être tranquilles. Mais après, une fois qu'on est interné, c'est comme des EHPAD, on reçoit des vaccins quand le directeur de l'établissement a décidé que. Donc c'est peut-être brutal ou peu réaliste ce que je dis, mais c'est pourtant, je crois, ce qui se passe. Donc c'est juste impossible à gérer ce genre de choses. C'est juste impossible. Parce que les gens, il y en aura moins, c'est sûr que, on va dire, allez, je vais dire des chiffres qui sont faux, mais si on part du principe qu'il y a 70% de la population qui s'est fait injecter pendant la première pandémie Covid il y a 5 ans, depuis 5 ans. Je pense que, par exemple, avec l'espèce de truc Frankenstein, là, il y a que la France qui a appelé ça Frankenstein. C'était pas le vrai nom. Le vrai nom qui a été donné par l'Union européenne, c'était un autre truc. Je sais plus ce que c'est, Cyrus ou un truc comme ça. Et donc France, mais on a vraiment une république de guignols, quoi. Je veux dire, moi j'ai dit autant de l'appeler Scooby-Doo le truc, quoi. Faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc après, les gens qui y vont se faire vacciner parce qu'il y a Frankenstein qui est au coin de la rue, je suis désolé, j'ai presque envie de leur dire, bah tant pis pour vous, quoi. Si vous n'êtes pas sénile, tant pis pour vous, c'est que vous n'êtes pas malin. Les premiers, bien sûr, tout le monde s'est fait piéger, tout le monde. Mais là, je suis sûr qu'on n'a pas trop baissé. On est passé de 70 peut-être à 50%, mais il y aura encore les 20% qui étaient au-dessus des 50, là, jusqu'à 70. Il y en a encore qui vont y retourner, et qui y retournent en ce moment, et qui vont pas arrêter, et qui vont se faire injecter le vaccin anti-grippe jumelé au vaccin Covid, qui revient strictement au même. Faut arrêter de penser que les vaccins sont forcément une belle chose à partir de maintenant, à partir de il y a 3 ans, 4 ans. Moi, j'étais militaire. Des vaccins, j'en ai eu un paquet. Et surtout que je suis allé dans les territoires étrangers. J'en ai pris dans le cul, j'en ai pris dans les épaules, et je suis eu la fièvre jaune, les machins comme ça, dont beaucoup ont eu des maladies. Bon, je suis passé au travers, mais si je voulais travailler, c'était comme ça, et c'était le passage obligé. J'en ai eu plein des vaccins, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de cochonnerie dans les vaccins. Il y avait juste ce qui permettait d'empêcher d'être malade ou de soigner. Et maintenant, c'est plus le cas. Depuis 2019, c'est plus le cas. Les vaccins, progressivement, ils mettent de l'ARN dans les vaccins. Et donc cet ARN est dangereux à cause de ce qu'il produit, la spike. Et donc c'est absolument incroyable que tout le monde laisse faire. C'est mortel, c'est possiblement mortel. Je pense que ma fille est morte de ça d'ailleurs. C'est juste la protéine spike qui s'est activée avec peut-être l'écho-doppler. Ce que c'est l'écho-doppler, c'est des rayons qui sont envoyés dans le corps. Hein. Donc peut-être que ça a activé quelque chose. Ça peut être, je sais pas, il y en a qui parlent de graphène. Peut-être que c'est le graphène. Je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que ma fille était en bonne santé et que d'un coup, en 2 minutes, elle est morte. Alors que 5 minutes avant, elle parlait avec ses copines sur son téléphone, sans avoir le moindre mot de dire je vais pas bien, quoi. Donc c'est ce qu'elle a dit en tombant d'ailleurs. Le gars, il l'a entendu, il a dit je ne me sens pas bien. Vous savez, je vais dire un truc. Le 4 janvier 2022, ça, c'est une date comme une autre, mais non, c'est pas vrai. C'est le jour où M. Macron, il a dit les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. C'était le même jour. Ma fille est morte ce jour-là. Alors, je suis pas prêt de l'oublier, ça. Je suis pas prêt de l'oublier. Et ma femme, pendant 2 ans, elle était dans un état qu'elle pouvait pas regarder les photos de ma fille. Elle pouvait pas. C'était des crises de larmes en permanence. En permanence. J'ai eu beaucoup de mal, hein, mais on a réussi à trouver un ami qui a pu faire des miracles à distance, des soins à distance. J'y croyais pas, mais pour ma femme, ça a marché. Elle peut de nouveau regarder les photos de notre fille. Voilà. Voilà l'histoire de Karine. Comment vous voyez l'avenir ? Oh là là. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que l'association
de la gauche et de la droite qui se passe aux États-Unis avec M. Trump et avec M. Kennedy, qui sont en opposition politique, je pense que c'est un signe que c'est l'humanité de ces personnes-là qui peut être bénéfique et au-delà des partis. En France, on est dans un pays où actuellement, si M. Macron n'est plus là, il n'y a personne qui soit valable, qui soit même capable de reprendre le pays et d'en refaire le pays tel qu'il était il y a, allez, soyons pas fous, il y a 20 ans, on va dire, avant Hollande, par exemple. Mais c'est une analyse personnelle, hein, je répète. Hein. J'ai jamais été très bon pour la politique, mais je suis quand même pas plus con qu'un autre, je vois bien ce qui se passe. Ce que je vois, c'est qu'aux États-Unis, il y a des choses qui changent. En principe, la France, ça va changer aussi, mais c'est 10 ans après, hein. C'est toujours ça, mais j'espère que ça va aller plus vite cette fois parce qu'il y a de gros besoins. On a de gros besoins. On a besoin de changer toutes les réactions de ce monde politique. Donc pour ça, il faut absolument mettre quelqu'un d'autre qui soit pas du tout dans l'implication, ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Quelqu'un qui soit autre chose et qui soit surtout respectueux de ce qu'est le pays de la France, et en ayant la volonté de lui rendre ses valeurs. On avait un pays, c'était le plus beau pays du monde, parce que tout ce qui sortait de positif dans le monde était issu de ce pays-là, depuis très 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 longtemps, je vois des François Ier et compagnie. Mais bon, après, là, maintenant, on est devenu la risée du monde entier. Et ça, c'est pitoyable. Moi qui suis un ancien militaire, j'ai donné ma carrière. Ma carrière a été pour défendre le pays et j'ai porté les armes pour ça. Et là, je me dis quand même, c'est pas possible qu'on soit tombé si bas. Ma situation ne me permet pas de m'expatrier, mais je peux dire que oui, je m'expatrierais bien. Je m'expatrierais bien. Je partirais je partirais du pays pour m'installer ailleurs, mais je peux pas. J'ai mes enfants et mes 2 enfants qui me restent, qui eux aussi ont été injectés, sont sur le continent. Là, ils sont ici. Hein. Il y en a un dans le sud-ouest et puis l'autre dans le sud. Donc bon, non, je peux pas partir. Et puis après 71 ans, qu'est-ce que je vais faire je sais pas, c'est compliqué. L'avenir, déjà l'avenir pour moi, il est pas simple parce que mes enfants sont sur la sellette. Ils sont pas non plus, ils ont une bonne santé, mais combien de temps? Comme tous ceux qui ont eu des doses, multiples doses, eux ils ont eu deux et une et deux, le garçon a eu une dose, la fille a eu 2 doses et ma fille aînée avait eu 3 doses. Donc voilà, donc après ceux qui restent, j'espère bien sûr qu'ils vont s'en tirer, qu'ils seront passés au travers avec des lots pas trop dangereux, on va dire. Et puis après pour le reste de la population, ça va être compliqué. Il va y avoir encore des morts. Là on est pour l'instant on est dans les décès des années 2022. Ça commence 2023 un petit peu, mais les pathologies des gens commencent à se déclarer. Là, on a eu en voiture un monsieur qui a reçu ses vaccinations, la deuxième en 2021, et puis il a eu un rappel médical pour je sais plus quoi, le tétanos, oui c'est ça. Et puis l'année d'après, il a eu une maladie de Charcot, 2023. Et là, il est en train de finir sa vie, quoi. Donc 18% des malades, des injections qui sont enregistrées sur A victime, qui est un microcosme de ce qu'est la population des victimes. A victime, c'est le microcosme de ce qu'est la population des victimes. Et il y a 18% de ces victimes qui ont des maladies de Charcot. Faut pas oublier qu'il y a des médecins, ils passent toute leur carrière, 40 années à avoir des patients, qui ne rencontrent jamais aucun cas de Charcot. Et là, l'association, il y en a 42. 42, 18%. Ça défie l'entendement. Mais ils veulent pas l'entendre. Encore une fois, parce que ça déplairait à leur chef. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose et qu'on aurait oublié de vous poser ?
Alors, tu pourrais me poser une question. Attends que je réfléchisse un petit peu comment je vais tourner ça. Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le monde des victimes et de ceux qui les aident fonctionne correctement? Et je vais te répondre que ça va être difficile. Il faudrait que ceux qui ont un ego démesuré, il y en a quelques-uns, arrêtent d'avoir cette vue de l'esprit. On n'est pas là pour briller, on est là pour aider. Et donc, tous ceux qui critiquent le travail que Mathieu et moi on fait, entre autres, et puis tous les autres qui sont actifs, on a eu notre dose à Ressage, voilà, des associations qui ont des victimes dont ils s'occupent du mieux qu'ils peuvent, et on peut pas faire au-delà, hein, pour des associations. On n'est pas médecins nous-mêmes, mais on trouve des solutions. Il y a des médecins qui nous aident bien, mais il y a quand même quelques personnages dans les victimes entre elles également, qui se tirent dans les pattes, comme on dit vulgairement, qui disent oui, j'ai fait une cagnotte, j'ai pas eu une grande somme comme toi, et qui se jalousent pour des futilités, des bêtises. Après, ils se posent jamais la question en disant mais si ça a pas marché, c'est peut-être à cause de moi. Donc, et on a la même chose chez les scientifiques. Et heureusement, je parlais tout à l'heure des associations. Ça se passe plutôt bien quand même. On n'est pas grand monde en France à faire ce que je fais et ce que fait Mathieu. On est 4. Il y a 4 associations. Et à recevoir des victimes, à discuter avec des victimes, à trouver des solutions pour les victimes, à les orienter vers la justice ou autre chose. Et on est 4 et on s'entend plutôt bien. Mais les scientifiques, ils se tirent dans les pattes, ils sont pas d'accord sur des trucs. Je vais te donner un exemple. Voilà, j'habite en Corse et je fais partie de l'association Corse Humaniste, qui est localisée à Bastia, mais qui a vocation à irradier les bienfaits de cette association sur toute la Corse, sur les 2 départements de la Corse. Et cette association a une particularité. C'est pas une association comme la Victime ou même comme VIAC 19 ou les autres dont j'ai parlé. En fait, c'est une association collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de vice-président, ni de trésorier. Il y a 26 ou 27 personnes, je crois que c'est 27 personnes qui font partie de cette collégiale, qui sont ceux qui se sont dit moi je vais aider au mieux possible l'association, j'en fais partie parce que je les aide beaucoup aussi, mais il faut... voilà, il y a pas de chef, mais bon, il y a quand même des gens qui disent tiens, aujourd'hui on va peut-être faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est pas des chefs en fait, mais il faudrait que ça fonctionne comme ça. Mais c'est absolument ce qui est valable dans une association peut être maintenu dans une association, mais on peut pas demander à des scientifiques qui ont fait des études, qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois et au-dessus de ce que l'autre a fait comme étude, et qui se tirent dans les pattes, qui se chamaillent sans arrêt en disant oui, mais t'es pas docteur, toi, t'es scientifique. Voilà, c'est absolument invivable. C'est juste invivable. Des gens qui se permettent des excentricités de langage sous prétexte qu'ils sont scientifiques, et qui tirent dans les pattes des victimes. Je veux pas donner de nom, ça serait vraiment ciblé, ça serait méchant, mais il y en a une ou deux là, des nanas là, je vous jure, c'est vraiment, c'est horrible, c'est horrible. C'est des gens ils sont en dessous de tout, ils se mêlent de tout alors qu'ils connaissent rien au niveau des victimes. C'est des bons scientifiques, mais qu'ils arrêtent quoi. Faut pas qu'ils s'occupent des victimes, ils savent pas faire. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est la paix, l'humanité, c'est retomber sur des bases saines. J'ai dit l'autre jour à Castres, j'ai dit j'aimerais bien que tout ce qu'on a vécu depuis 5 ans, ça soit juste un rêve, et que on soit en train de se réveiller, et que on soit dans un monde beaucoup plus humain, et avec plein d'humanité justement, mais plein de compassion, plein d'amour du prochain. Alors, ça va être compliqué, parce que les gens sont loin d'être prêts à ça, mais si seulement c'était un rêve, oui, mais j'aimerais bien que ça soit ça. Qu'on reparte sur des bases saines. Mais c'est chaud tout ça.